Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes et je me permets à toutes et à tous de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, c'est un plaisir, un honneur et un privilège de recevoir le grand designer français, Mathieu Lehanner. Mathieu, bonjour, bonjour. Comment vous voulez que j'enchaîne après des éloges comme ça? Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous et merci pour tout ce que vous faites. Merci d'être qui vous êtes et surtout merci de me recevoir. C'est un plaisir. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Georges Braque, le peintre Georges Braque, qui pour se présenter soulignait, je le cite, « Je suis un artiste et la vocation d'un artiste est d'enflammer le monde ». Et vous, Mathieu? Je la connaissais pas, celle-là. Qui êtes-vous? Je ne suis pas un artiste. Enfin, je me définis pas comme un artiste. Parce que l'artiste, sans doute, il est dans une forme de solitude de son atelier, de son inspiration, de sa production, qui, en tout cas, du temps de Braque, venait essentiellement, voire exclusivement de ses mains. Donc, il est dans cette forme de lutte, de quête, de marche de lui avec ou contre lui-même, on ne sait pas très bien. Mais en ce sens, je me considère pas du tout comme un artiste, mais plutôt comme un designer revendiqué. D'abord parce que je sais pas ce que ça veut dire et que personne ne sait très bien ce que ça veut dire d'être designer. Et donc ça, c'est une chance incroyable. C'est la question que j'allais vous poser, vous voyez. Ben voilà, je l'ai senti. C'est que la majorité des gens dans leur profession ont une fiche de poste ou un métier qui est assez clairement délimité. On sait où est-ce que ça commence et où est-ce que c'est censé se terminer. Dans mon cas, c'est beaucoup plus flou. Et pour moi, c'est une grande chance parce que ça me permet effectivement de me promener, d'intervenir, de réagir, de proposer. Parfois, et peut-être sans doute, dans des lieux ou dans des contextes où j'étais pas forcément attendu. C'est marrant parce que vous venez à la fois de répondre à la question, puisque j'allais vous poser qu'est-ce qu'un designer, peut-être qu'est-ce qu'un artiste, vous avez d'une certaine manière répondu, mais avant d'approfondir la réflexion, Mathieu, quelle est selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais selon vous, quelle est votre plus belle qualité? Oh! Voilà une question que je ne me pose jamais. Eh ben voilà. Ma plus belle qualité? J'en ai plein. Celle qui vous définit le plus. Je crois être fiable et j'espère être imprévisible. Imprévisible. J'espère. Je suis pas sûr d'y parvenir. Je suis même sûr que j'y parviens pas d'ailleurs, mais au moins je l'espère, donc c'est déjà un début de qualité, non? C'est intéressant parce que être imprévisible, est-ce le lieu même de la création? Est-ce que toute création n'est-elle pas imprévisible? Vos créations. Il se trouve que pour des raisons stratégiques ou mercantiles ou de limitation, une grande majorité des artistes, et on ne les citera pas, ils ont traversé des siècles, souvent quand ils ont trouvé leur signature, leur marque, leur patte, ils creusent leur sillon. Pour mieux creuser le sillon peut-être du marché, ou en tout cas c'est le sillon dans lequel ils se sentent confortables comme dans un berceau, quoi. Et pour moi, je vois le sillon non pas comme une opportunité de carrière longue, mais comme un risque d'enlisement. D'accord. Donc quand le sillon devient un peu trop marqué, je me donne beaucoup de mal pour en sortir, pour essayer d'en faire un autre. C'est confortable le sillon, mais oui, c'est dangereux. C'est dangereux et cependant, tout sillon commence par un fondement. Et je crois que, Mathieu, dans toutes vos pièces que vous créez, vous avez comme fondement la nature. Vous êtes, je dirais, vous êtes un homme de la nature, un homme naturel, mais quelle est la force de la nature? Quelle est la place de la nature? Et quelle est la philosophie de la nature à travers toutes vos créations? En fait, je ne suis pas sûr que mes créations se réfèrent à la nature. Elles en jouent. Aucune n'a pour ambition ou vocation d'être un quelconque hommage à la nature. La nature n'a vraiment pas besoin de moi pour ça.
Par contre, elles s'intéressent ou elles essayent d'activer des relations ou des entre-deux qu'il y a entre nous, vous, moi, ceux qui nous écoutent, humains, a priori, et la nature. Ça oui, cet entre-deux. Et qu'est-ce qui fait que j'en suis ému, j'en suis fasciné, j'en suis effrayé, que je veux parfois la dominer, que je veux parfois l'apprivoiser, que voilà, c'est cet entre-deux-là avec lequel j'essaie de jouer. Donc lorsque des éléments très naturels prennent forme dans les pièces, que ce soit les vagues d'un océan ou une fleur en éclosion ou que sais-je, c'est jamais comme une sorte de regard contemplatif et admiratif d'une nature en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est forte !» Bien sûr qu'elle l'est. Et alors, c'est sûr que la débauche de formes, de systèmes produits par la nature, est quand même, ça vous laisse quand même pantois. C'est quand même extraordinaire, hallucinant. Prenez un masque et un tuba et descendez à 4 ou 5 000 mètres de profondeur. Bon, on ne sera pas en forme, mais si on y arrive. Les êtres qui vivent dans le noir le plus absolu sont même formellement, matériellement, dans la transparence, les effets, les formes, c'est juste hallucinant. Mais en tout cas, pour revenir à votre question, mes pièces n'ont jamais pour vocation d'être ni un reflet de ça, ni un miroir de ça. En revanche, de nous mettre, nous, humains, en confrontation avec ce rapport que nous avons avec la nature, qui est effectivement en général un rapport un peu de fascination, beaucoup de domination, ou en tout cas de tentative de domination. À la fin, c'est quand même elle qui gagne. À l'heure où on se parle, les ouragans et les tornades sont quand même là pour nous le rappeler. Donc oui, en ça, elle m'intéresse, c'est-à-dire qu'elle nous met face à cet état vibratoire d'un être humain qui, même s'il vit dans une ville, un groupe, une planète, où on est quelques milliers, millions, milliards, on est quand même des individus, donc seuls par définition, et face effectivement à ces phénomènes souvent naturels, et avec lesquels, voilà, qui agissent ou interagissent avec moi. Ça c'est un territoire qui m'intéresse. C'est intéressant parce que vous, l'été dernier, l'été 2024, vous nous avez émus, vous nous avez émerveillés avec la vasque olympique, la torche olympique. En préparant cette interview, je suis allé voir ce que Gilles Deleuze parlait, évoquait pour un artiste. Et je le cite parce que je crois que ça vous incarne énormément. Il incarne ce que vous faites et qui vous êtes. Je suis un artiste éclairé, un passeur de lumière dans l'obscurité. C'est Deleuze qui dit ça pour lui ? C'est Deleuze qui dit ça pour lui. Il se définit comme artiste. Comme artiste de la pensée. Je trouve ça intéressant, ouais, c'est un artiste de la pensée. Et je crois qu'on pourrait faire sienne, en tout cas on pourrait faire sa phrase, on pourrait la faire vôtre, parce que cet été vous êtes vraiment passé dans le sens de l'obscurité à la lumière, vous avez révélé la France, vous avez révélé votre imagination. Que répondez-vous à Gilles Deleuze ? Est-ce que vous définissez comme un passeur de lumière ? Passeur de lumière, oui. Alors, je le dirai jamais comme ça parce que... Bon, d'abord parce que je ne suis pas Gilles Deleuze, mais je me trouverais infiniment prétentieux et présomptueux de me définir comme un passeur de lumière. Et en plus, ça ferait de moi une sorte d'homme d'église, ce que je n'ai pas tout à fait envie d'être. En revanche, je préfère cette idée de dire... Non pas je vous passe la lumière d'ailleurs, je vous passe la lampe torche. Elle n'est même pas allumée. Moi, je ne vous la passe pas allumée. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous guider. Surtout pas. Je ne sais pas où il faut aller et je ne suis pas forcément celui qu'il faut suivre dans l'obscurité. En revanche, être celui qui va concevoir la lampe torche ou l'allumette encore éteinte et qui vous la fait, et qui vous la façonne et qui en met le potentiel effectivement d'illumination, mais je vous la transmets éteinte. Et ensuite, elle fonctionnera ou elle s'activera si vous décidez, et vous seul, de la déclencher. Ça oui. Donc effectivement, je le dis avec beaucoup plus de mots et c'est beaucoup plus alambiqué que Gilles Deleuze, parce que vous me prenez au dépourvu. Et toutes vos pièces, toutes vos œuvres, avec la vasque, avec la torche, et puis avec toutes les pièces que vous concevez, Mathieu, quelle est la place de la beauté dans vos œuvres, dans vos pièces ? La beauté a-t-elle
une fonction? Si oui, laquelle? Elle est jamais une fin en soi, ça c'est sûr, c'est jamais l'objectif de faire du beau. Et vous évoquiez la torche ou la vasque olympique. J'ai reçu des milliers de messages quand elle a été dévoilée, qu'elle s'est envolée chaque soir. Je crois qu'il n'y en a pas eu tant que ça, voire en fait assez peu, de gens qui m'ont dit « qu'est-ce qu'elle est belle ». C'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est plutôt une étonnant. bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça produit chez les gens, dans leurs yeux d'abord, et puis dans leur cerveau ensuite, et puis ensuite dans leurs poils qui se sont dressés si on n'a pas trop mal réussi notre coup, et puis les souvenirs qui en sont restés, ça n'est pas, je crois, une expérience de la beauté. C'est une expérience d'un dépassement, d'une transcendance, d'une perception altérée parce que c'est monumental, ça fait 30 mètres de haut, c'est gros comme 22 mètres de diamètre, etc. Et en fait, ça semble se lever comme une plume. Et en fait, cet objet-là est devenu, mais assez vite, en fait, quelques secondes après, un support. Un support de ce que les gens ont bien voulu y projeter. Certains y ont projeté de la magie, d'autres de la prouesse, d'autres ont pensé à de la poésie, d'autres se sont dit je me relie à mes morts, parce que comme si mes morts étaient partis là-haut. Donc les gens, c'est devenu un support de choses. Mais peu de gens m'en ont parlé comme qu'est-ce que cet objet est beau. Ce qui voudrait dire, ce qu'on peut entendre par qu'est-ce que cet objet est bien dessiné, qu'est-ce que les proportions sont finement ajustées, qu'est-ce que les matières sont belles, etc. etc. C'est jamais ce qui est venu, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens l'ont regardé encore une fois, non pas pour ce que c'était matériellement, mais pour ce que ça ouvrait, ou ce que ça reflétait. Donc la beauté dans ce sens-là, oui, elle m'intéresse. Moi, si je vous montre une création que j'ai faite, que j'aurais fait, que je pose sur la table, et que vous vous mettez à croiser vos bras, l'air pénétré, concentré, et que vous me dites « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe », je vais dire merci par politesse, mais je vais me dire la réaction montre que j'ai pas tout à fait bien réussi. Si je pose la même chose et que vous ne parlez pas, mais que vous prenez dans vos mains, comme la chouquette que je peux prendre, et que vous prenez, que vous touchez, que vous sentez, que vous tournez, et limite après vous me dites « Pardon, je ne sais pas si j'avais le droit de la toucher ». Mais qu'en fait, d'un seul coup, ça a envoyé des micro-flèches, des micro-signes d'impulsion, d'instinct, d'envie, comme un enfant le ferait, ou pour chercher, sortir le sein de sa mère, ou pour prendre une chose sans se poser la question est-ce qu'il faut pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux. C'est arrivé à cette couche-là qui m'intéresse. On n'y arrive pas toujours, mais pour reparler de la vasque, j'ai préféré voir des yeux mouillés d'émotion, parce que l'émotion a voulu dire que d'un seul coup, ça m'a pris par surprise et hop, ça s'est transformé en larmes, plutôt que des yeux pénétrés, concentrés, essayant d'analyser si j'avais joué du nombre d'or ou pas. Mais depuis tout à l'heure, vous parlez du beau, de la beauté, sans avoir défini, pour vous, qu'est-ce que le beau? Quelle définition donnez-vous du beau? Le beau, pour moi, il doit être déjà empreint sans doute d'une certaine évidence, dans le sens où je vois pas ce qu'on peut lui ajouter, je vois pas ce qu'on peut lui enlever. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entité qui fait que c'est souvent une question qu'on pose aux artistes ou aux peintres en particulier, quand est-ce que votre toile est finie? C'est ça. Mais est-ce que si vous aviez rajouté une petite touche ici, est-ce que ce serait toujours aussi beau? Ou est-ce que celle-là, qui paraît un peu comme ça, mise de façon un peu aléatoire, si elle n'était pas là, est-ce que ce serait toujours aussi beau? Et si on avait celle-là, et l'autre, ou à combien de touches on y arrive? C'est ça. Donc en fait, c'est jamais là-dessus que ça se joue, c'est que d'un seul coup, les choses qu'on crée, les objets, ou même une toile dans le cas d'un artiste, d'un seul coup, on arrive à une sorte d'état où
la chose devient entière, comme une sorte de chose, comme un individu en fait. Ouais. Comme une chose qui d'un seul coup est devenue autonome, parce qu'en fait elle a tout ce qu'il faut, on lui a mis tous les bons chromosomes, touches de peinture, elle a toutes les bonnes cellules, et en fait c'est le syndrome Pinocchio, c'est-à-dire que vous avez tout mis, puis d'un seul coup la pièce elle vit, elle s'anime, elle n'a plus besoin de vous. En fait. Le beau pour moi c'est ça, c'est quand la chose que vous avez créée n'a plus besoin de vous. C'est le syndrome de Pinocchio. C'est une belle définition. Cependant, elle n'a peut-être plus besoin de nous, mais dans toutes vos pièces, Mathieu, vous êtes dans la temporalité. Je voudrais évoquer avec vous ce concept de temporalité, parce que vous faites des pièces ancrées dans le présent, tout en possédant une qualité intemporelle. Et ma question est la suivante, comment créez-vous des objets qui défient la temporalité ? Probablement parce que, d'abord merci, parce que c'est tout ce que j'essaie de faire. Et ben voilà, c'est réussi. Sans parfois être tout à fait convaincu d'y parvenir, mais sans doute une des réponses possibles, c'est que ce qui m'intéresse, c'est pas les choses. Les choses, c'est les choses, pas beaucoup plus intéressant que ça. En l'occurrence, mais par contre, ce que la chose peut produire chez vous, c'est cet entre-deux. Si je prends le verre que j'aurais créé et vous, c'est ce qu'il y a entre vous deux. Oui. Il y a de la matière, on ne la voit pas, mais il y a une sorte de chose. Est-ce qu'elle est magnétique? Est-ce que voilà, c'est une chose un peu vibratoire. Ça m'intéresse. Et je pars toujours du principe que nous, humains, on n'a pas bougé d'un poil depuis la caverne. C'est que nous sommes, par définition, depuis l'apparition de l'humanité, progressive, mais je suis assez convaincu, en tout cas on ne m'a jamais tout à fait vraiment prouvé le contraire, c'est qu'on n'a pas bougé d'un poil. C'est que mes états d'émotion, mes états de peur, mes états de pulsion, mes états de tentative de pouvoir, de domination, de crainte, d'émotion, de transcendance, de ce que vous voulez, je pense qu'ils étaient là, intacts, tels que ceux qu'on peut ressentir chacun de nous aujourd'hui, déjà dans la caverne. Donc ça veut dire que nous sommes déjà, nous, intrinsèquement, cette intemporalité-là, à l'échelle de la temporalité de l'humanité. Mais cette intemporalité-là. Donc oui, j'avais pas ce petit pull en cachemire joli, ni ce micro à la cravate, dans la caverne, vous n'aviez pas cet aussi beau costume et cette chemise à fine rayure, mais à part ça, on n'avait pas changé grand-chose. On avait à peu près les mêmes besoins, et ensuite, on s'entourait de premiers artefacts, que ce soit une perceuse à colonne ou un silex. Ok, c'est juste des petits détails d'outils, mais finalement, donc ça veut dire que si moi, l'objet ne m'intéresse pas en tant que tel, et que ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'individu, en tout cas ce qui se produit entre un individu et un objet, et que cet individu, par définition, tel que je l'évoquais, lui-même, est à peu près intemporel, à part ces quelques oripeaux, alors les pièces deviennent, peut-être, j'imagine, elles-mêmes possiblement intemporelles. Et une pièce temporelle et intemporelle, j'aime beaucoup la temporalité, parce que dans la temporalité, il y a une question de langage. Aujourd'hui, Mathieu, en général, que nous dit le design ? Et en évoquant cette question, je suis allé réfléchir avec Wittgenstein, qui souligne les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Est-ce qu'aujourd'hui le design nous permet de comprendre le monde tel qu'il est ou de se l'imaginer tel qu'on voudrait qu'il soit en tant que designer? Il y a souvent une sorte de facilité de langage ou de doux rêve chez les designers, depuis quelques décennies, qui consistera à imaginer ou à se laisser croire que le designer serait capable de modifier ou de changer des comportements. En disant, oui, mais regarde, dans les années 70, les designers ont fait des meubles très très bas, un peu vautrage, comme ça, ont quitté le monde bourgeois de ses parents et de ses grands-parents, et d'un seul coup, tous les rapports sociaux, voire érotiques, étaient modifiés, etc. Mais c'est pas vrai. Ça aurait été bien. Enfin, ce serait fantastique de s'imaginer d'être un dictateur des états sociaux de cette manière-là, en disant, mais moi, effectivement, vous savez quoi, je vais dessiner un canapé bas, un peu chill, et en fait, je vais modifier vos comportements.
Oui. Plutôt. Malheureusement pas. Ou heureusement pas, en l'occurrence. Nous, notre rôle, notre métier, c'est essayer d'être le plus attentif possible aux infrasons du monde, de nos contemporains. Qu'est-ce qui est en train de se produire dans ce monde ici, maintenant, qu'est-ce que je perçois, parce que c'est notre métier d'arriver à percevoir ça, même si ça ne fait pas encore beaucoup de bruit, et d'essayer de voir si ça peut se convertir en une chose. Et ensuite, de proposer éventuellement des supports à ça. Comme les designers des années 70 ont bien vu, évidemment, que cette génération-là avaient envie de faire un bras d'honneur à la bourgeoisie étriquée de leurs parents et avaient envie d'expérimenter un autre mode de vie. Et donc ils ont accompagné, ils ont donné un support à ce qui était déjà là, c'était déjà en place. Et avant qu'ils soient capables de faire des canapés un peu bas, en fait, les gars et les filles avaient pris des coussins et les avaient mis par terre en disant « Papa, je t'emmerde et je vais me mettre sur des coussins ». Ensuite, les designers se sont dit « Mais en fait, quitte à mettre des coussins, je vais te faire un canapé un peu bas, un peu plus confortable ». Et moi, je l'ai vécu par exemple sur un projet que j'ai mené tout début de cette année, l'année précédente 2024, en janvier, où je révélais par exemple un projet sur lequel je réfléchissais, qui n'était pas du tout abouti encore, ou autour des questions de survivalisme. Qui est une chose qu'on commence à entendre, qui est très intéressante, qui a pris un peu d'ampleur avec le Covid, parce que bon, on y a tous été un peu confrontés, mais c'était même déjà là un peu avant le Covid. Certains de façon un peu radicale à l'américaine, c'est-à-dire que je marme, j'ai des conserves plein mon bunker, etc., en cas de coup dur. Mais d'autres de façon un peu plus poétique en disant mais bon, on a vu un peu quelques limites de nos systèmes de vie, quels qu'ils soient, on a vu un peu le bout de l'impasse. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie de se réinventer, même à l'échelle très individuelle ou de la famille nucléaire, est-ce qu'on n'a pas envie d'un peu d'autre chose, un peu moins, un peu ailleurs, respirer mieux, plus de lumière, tout ce que vous voulez. Mais donc, cette idée de survivalisme, elle a commencé à émerger. Et donc, elle prend encore des formes un peu anarchiques, et donc, aujourd'hui, il y a pas grand-chose en support, où vous allez effectivement dans les magasins de bricolage ou d'alpinisme, mais ça ne propose pas grand-chose. Et donc c'était de se dire, mais si je décidais moi-même personnellement, ou avec ma famille, de me dire, bon, parce qu'une certaine partie du monde, économique, politique, sanitaire ou écologique, s'effondre ou s'affaisse, il faut que je prenne la tangente, je ne vais pas tout prendre, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je reconstruis ? Qui est cette vieille question, si tu partais sur une île déserte, qu'est-ce que tu emmènerais ? Vous, comme vous êtes intellectuel, vous allez prendre Wittgenstein, Deleuze et ses amis. Bon, la majorité des gens vont prendre, je sais pas quoi, leur téléphone. mais cette question-là, qui paraît toujours un petit jeu, elle est assez intéressante parce qu'elle vise aussi à se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est potentiellement intéressant pour moi ? Et donc, si les choses venaient à tourner mal, qu'est-ce que j'emmène ou qu'est-ce que je reconstruis en premier ? Et donc, je crois que le designer, son rôle, c'est ça, c'est d'entendre ces petits murmures du monde et être prêt pour possiblement proposer des éléments pour accompagner ça. C'est passionnant, Mathieu, ce que vous dites. Malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais cependant, en tant que designer, quelle est la place de l'écologie dans la conception de vos pièces aujourd'hui ? Elle a, j'ai envie de dire, elle a quasiment toujours été là. Alors toujours, c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai fini l'école au début des années 2000 et on était encore à un moment où en fait le Graal, c'était produire des choses dans la plus grande quantité possible pour le plus grand nombre de personnes. Donc il y avait cette sorte de pensée un peu post-30 glorieuse, comme s'il fallait en urgence donner des brosses à dents à tout le monde, comme si personne n'avait de brosses à dents à ce moment-là. Et donc il y avait ce doux rêve chez les designers de s'endormir en entendant finalement la presse à injecter le plastique, qui tournerait à plein régime pour produire des pièces en plastique par millions et se dire finalement je suis dans la salle de bain d'un habitant sur deux de cette planète. Bon, passé l'ego un peu débile du designer, on a vu un peu la limite de ça, c'est-à-dire qu'on a créé des continents de plastique entre deux eaux, dont on ne sait pas très bien quoi faire aujourd'hui. Et donc, quelle était votre question ? Non, l'écologie, la place de l'écologie. Et donc, voilà. Et donc, à un moment, on a vu la limite de se dire je vais produire en plus grand nombre, et en général en plastique, parce que le plastique permet évidemment ça, pour des raisons de capacité de production et de coût de production. Mais je dirais, en ce qui me concerne, depuis peut-être 15 et 20 ans, la chose, elle est déjà intégrée.
elle est déjà là. Donc on n'en fait jamais un argument de vente, si je peux dire, mais la torche olympique, personne ne l'a su, personne ne le verra, personne ne le sait très bien, mais on s'est pris la tête pour que tout soit absolument démontable. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'on savait même très bien, nous, entre nous, que c'est une torche olympique, on ne va pas la démonter, la torche olympique, il n'y en a pas, en plus il n'y en a pas tant que ça. Néanmoins, voilà, c'est une logique de conception, c'est-à-dire se dire comment je fabrique une chose pour qu'en fait, elle porte déjà en elle sa réversibilité. Et donc ça se joue et dans la façon dont on conçoit une chose, souvent quand on assemble les éléments. La matière que vous utilisez, d'où vient-elle, comment je l'utilise, et puis un élément que souvent on oublie, c'est la question du poids. Parce que très souvent les matières ne sont pas consommées, utilisées là où elles sont produites, et donc le trajet qu'elles font et le poids intrinsèque qu'elles ont, évidemment, modifient considérablement leur empreinte carbone. Et si on a le temps, je vous raconte juste une petite anecdote, parce qu'elle est importante, et je pense qu'elle est importante pour tout le monde qu'on l'ait bien en tête. Il y a quelques années, je travaille pour un grand groupe d'électroménagers qui produit des cafetières, des machins, par millions. Et ils me disent, il nous est arrivé une histoire il y a quelques années, c'est qu'on a fait la cafetière filtre, vous voyez, pas exprès, la plus légère possible. Et on était arrivé à réduire les épaisseurs de plastique, les épaisseurs de verre, elle était parfaite, extrêmement légère. Donc en fait, très vertueuse, et donc techniquement, en plus, très beau travail. Ils la mettent sur les étagères. Et en fait, les gens, consommateurs, comme vous et moi, dans les enseignes d'électroménager, prenaient la cafetière. Ah non, mais regarde, ça pèse rien. Ça pèse rien. Donc, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas parce qu'en fait, la légèreté, encore à ce moment-là, mais c'est encore toujours vrai aujourd'hui, n'était pas valeur de qualité. Et donc, vous allez voir l'aberration de ce monde, mais dont nous, consommateurs, on fait aussi partie, la même marque, ayant produit ces moules, ces outillages qui ont coûté très cher, le développement, etc., sont dit, eh ben, on va alourdir cette cafetière. Et donc, en fait, dans un petit endroit qui restait vide de la cafetière, ils ont mis de la limaille de fer, des petits granulés de fer, pour rendre cette cafetière lourde. Et donc, ils l'ont remis en rayon, et les gens disaient, ah, tu vois, chérie, ça, c'est de la qualité. Et donc, la cafetière était tout aussi efficace qu'elle était, elle avait pris 3 ou 4 kilos, et donc a consommé dans ce cycle de vie quelques dizaines de milliers de tonnes de kérosène qui flottent dans l'air. Et ça, pourquoi ? Non pas à cause des designers, pas à cause des ingénieurs, pas à cause même de la marque qui partait d'une bonne intention, mais de vous, de moi et de ceux qui nous écoutent, qui ont encore ancré quelques schémas mentaux qui consisteraient à dire que la résistance vient du lourd et que la légèreté est forcément suspecte. C'est passionnant, c'est hyper intéressant l'exemple que vous venez de prendre. Dernière question simple, réponse rapide peut-être. Quelle est dans le travail de designer la place de l'IA ? Aujourd'hui, avez-vous peur de l'intelligence artificielle pour le monde aujourd'hui ? Est-ce que vous n'avez pas peur que l'IA remplace d'une certaine manière votre imagination ? Non, ça, dans le métier que je fais, j'en ai pas peur du tout. Pour une raison assez simple, c'est que le principe de l'IA, c'est que elle va agglomérer tout ce qui a déjà eu lieu, tout ce qui a existé, tout ce qui a été produit, pour vous en faire une synthèse, un résumé parfait. Si je demande à mon IA, dessine-moi une chaise en bois organique, avec des formes organiques, elle va aller chercher, puiser dans la base de données, et son immense intelligence, sur toutes les chaises en bois qui ont été faites et toutes les formes organiques qui ont été faites. Elle va les agglomérer, elle va me pondre une chaise en bois de forme organique. Mais donc ça veut dire qu'elle s'est nourrie que de l'existant. Donc l'IA, dans ce sens, c'est le meilleur stagiaire du monde, le plus efficace du monde, peut-être le moins cher du monde, qui va aller chercher des choses où vous n'aviez même pas connaissance, mais il va chercher des choses qui ont déjà eu lieu. Donc l'IA, en ce sens-là, dans mon métier, est incapable d'entendre les infrasons du monde où on se dit, il est en train de se passer des choses qui ne sont pas encore cohérentes entre elles, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc elle sera en ce sens, et elle est en ce sens, un très bon allié, mais en aucun cas un maître. Magnifique. Merci beaucoup Mathieu de m'avoir reçu. Merci pour la belle réflexion que vous avez. Merci pour la belle personne que vous êtes. Merci. Et merci de continuer à nous faire rêver
mais un rêve réaliste, comme vous savez bien le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.